Jambo, Hotep Nangadef, Gumnani Yangi Chijam, Dalal Jam Chisama, Musalkat Yesu Christa. Je m'appelle Marcelin Nidabo, je suis docteur en contrôle commande des systèmes dynamiques, ou alors l'automatique, qui est à différencier de l'automatisme, puisque l'automatisme étudie des événements. Par exemple, on détecte la présence de quelqu'un, on ouvre une porte. L'automatique va venir travailler sur comment on va ouvrir la porte, quelle force il faut appliquer avec le moteur, avec l'actionneur qui va venir faire l'ouverture de la porte. C'est ça la différence entre l'automatisme et l'automatique. Moi, je suis dans le domaine de l'automatique. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie. Je suis chercheur indépendant. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous adressez un email à contact@daboacademy.com. Alors, euh, pour ceux et celles qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai eu à faire différentes autres vidéos, des précédentes, dans lesquelles j'ai parlé des systèmes dynamiques du premier ordre et des systèmes dynamiques du second ordre. L'approche que j'ai utilisée est strictement temporelle. Je ne parle pas de fonction de transfert explicitement. Et donc, je suis parti également des systèmes qui sont stables, asymptotiquement stables, c'est-à-dire dont la constante de temps est strictement positive. Pour les systèmes du premier ordre, j'ai donné un certain nombre de vidéos dans lesquelles j'ai parlé notamment de tout ce qui est loi fondamentale, d'accord, pour les systèmes autonomes, c'est-à-dire dont l'entrée est nulle, et les systèmes à réponse indicielle. Et donc, j'ai montré que ces lois-là collent bien, en tout cas, à la dynamique des systèmes du premier ordre. J'ai parlé de la formule de l'iso constante de temps qui permet à tout un chacun de calculer la constante de temps d'un système dynamique du premier ordre, quelle que soit la position qu'il prend sur le régime transitoire de la réponse, soit autonome, soit indicielle. Ensuite, j'ai parlé d'un critère d'identification de système dynamique du premier ordre que j'ai introduit selon mon concept, selon ma vision, mon paradigme, d'accord, qui est basé sur le rapport des temps de réponse fixé à des pourcentages choisis. Et enfin, j'ai parlé du design de système dynamique du premier ordre sur la base d'un tableau qui fait le lien entre les performances temporelles et tout ce qui est constante de temps, pulsation de coupure et fréquence de coupure. Donc, à comment dirais-je, pour différentes valeurs des temps de montée ou des temps de réponse. Par exemple, temps de montée entre 20 et 80%, entre 5 et 95%, entre 10 et 90% bien sûr, ou alors temps de réponse à 90% ou à 10% selon qu'on est respectivement avec une réponse indicielle ou alors avec une réponse autonome. D'accord? Et j'ai abordé les systèmes du second ordre, donc nous sommes dans le cas des systèmes du second ordre, donc tout ce que je viens de faire, tout ce dont je viens de parler correspond à des systèmes dynamiques du premier ordre en boucle ouverte. Donc jusque-là, nous sommes en boucle ouverte, système stable, approche temporelle. Dans le cas des systèmes du second ordre, tout ce dont j'ai parlé également, c'est la même chose, boucle ouverte, approche temporelle, et puis système stable. Et donc, par rapport à ça, j'ai parlé de différentes choses par rapport au système du second ordre. J'ai parlé de différents aspects que sont la possibilité de calculer donc les temps de réponse, quel que soit le pourcentage choisi, quel que soit plutôt le coefficient d'amortissement choisi et quel que soit aussi le pourcentage de la réponse du système par rapport à la condition initiale choisie quand on est en système autonome, ou alors pour la réponse indicielle, il suffit de prendre le complément à 100%. Donc, il y a des vidéos que j'ai eu à faire sur ça, vous pourrez les consulter. Ensuite, sur la base de ces formules que j'ai établies, j'ai également, j'ai également fait une vidéo dans laquelle
je parle de comment je suis arrivé à ces résultats-là et dans laquelle je montre explicitement quels sont les nouveaux concepts que j'ai eu à introduire, comme la constante de temps naturel, comme la constante de temps comme la constante de la surface du temps, la constante du cube du temps, la constante de l'hypersurface ou l'hypervolume de temps d'ordre n. D'accord? Et ensuite, je parle également, j'ai introduit la constante de temps relative et j'ai introduit la définition suivante. Tout système dynamique du second ordre n'a qu'une seule constante de temps en réalité. Et ça, je l'ai montré dans des vidéos précédentes. Une fois que j'ai eu à faire ça et que j'ai présenté le fait que pour un système dynamique du premier ordre, eh bien, sa dynamique atteint un pourcentage donné du point d'équilibre pendant, au bout d'un temps qui est un multiple de sa constante de temps, il en est de même pour un système dynamique du second ordre. Et donc, sur la base de cette philosophie, de ce paradigme-là, j'ai réussi à montrer que j'ai réussi à déduire, en fait, des formules de calcul qui me permettent de calculer les temps de réponse, quel que soit le coefficient d'amortissement et à n'importe quel pourcentage de la sortie par rapport à son point d'équilibre. Et donc, sur la base de ce paradigme-là, qui consiste à dire que le temps de réponse d'un système dynamique du second ordre est un multiple de la constante de temps que j'ai défini comme étant le double de la constante de temps relative et qui est égal à 1 sur le produit xi fois oméga n, où xi est le damping ratio, ou alors le coefficient d'amortissement, que multiplie oméga n qui est la pulsation naturelle. OK? Sur la base de cette définition-là, je viens définir deux points distincts de la réponse de mon système dans le régime transitoire. Je choisis les pourcentages auxquels je les fixe, je définis un rapport et ce rapport-là, pour moi, devient ce que j'appelle le critère d'identification. D'accord? Donc, c'est un critère d'identification au sens de Dabo, c'est-à-dire moi-même, ce que j'ai introduit. OK? Alors, aujourd'hui, maintenant que j'ai dit tout ça, ce sont les éléments que j'ai introduits, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos qui sont précédentes. OK? Vous allez apprendre beaucoup de choses et j'en suis sûr et j'espère que tous ces éléments nouveaux que j'apporte vont vous être utiles, vont vraiment vous aider à atteindre votre but. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse des systèmes dynamiques. Parce que dans l'automatique classique, quand on a les systèmes dynamiques du second ordre, il y a une certaine manière de les analyser, sauf que dans certains cas où les systèmes sont fortement amortis ou alors ils sont à amortissement critique, c'est-à-dire dans ces deux derniers cas-là que nous avons ici, eh bien, la plupart du temps, on a du mal à calculer leur temps de réponse. On ne sait pas, en fait. Jusqu'à présent, moi, en automatique, j'ai parcouru plusieurs livres, je n'ai pas vu comment calculer le temps de réponse. Avec mon paradigme, ma vision et mes méthodes, on arrive à les calculer. Et ça, je répète encore, c'est pour la première fois dans l'histoire du contrôle-commande de l'automatique, de ce que les Anglais appellent Modern Control Theory. Et donc, j'ai réussi à introduire ça. OK? Bien. Donc, ici, c'est ce que je vous ai présenté dans les cas précédents. D'accord? On a un système dynamique du second ordre qui est ici. Nous avons le cas fort faiblement amorti, ça se présente comme ça. Le cas à amortissement critique, ça se présente comme ça. Le cas à fort amortissement se présente comme ça. Et donc, en faisant le parallèle avec les fonctions exponents, on déduit, on voit bien que la constante de temps de notre système est le double de la constante de temps relative, tout simplement. Et donc, si je passe ici, en partant de là, en posant de manière philosophique que T moins TD, qui est le temps que met le système pour atteindre un pourcentage donné de la sortie par rapport à la condition initiale, est un multiple de la constante de temps du système, eh bien, nous avons ces expressions-ci, qui sont des expressions que je définis comme étant les gamma, qui sont les pourcentages de la sortie de mon système que divise la condition initiale. Bien sûr, dans ce cas-ci, nous sommes dans le cas des systèmes autonomes. Et ces systèmes autonomes-là, ça veut dire tout simplement que l'entrée vaut zéro. Donc, encore une fois, regardez les vidéos précédentes, cela vous permettra d'avoir un très bon acquis pour arriver ici.
Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que on va faire l'analyse de quelques systèmes dynamiques. Parce que d'habitude, de manière classique, ce que nous avons, OK, on écrit l'équation différentielle de cette façon-là. OK? Maintenant, vous allez voir apparaître les fonctions de transfert. Il n'y a pas besoin de paniquer ou de penser à autre chose. J'ai tiré ces exemples-là du livre de Godfrey, hein, Onwubulu, qui est un professeur qui enseigne voilà, la mécatronique. Et donc, là, dans ce cas-ci, OK, on aurait pu, toutes ces fonctions de transfert, bien sûr, comme vous le savez, on aurait pu les écrire sous la forme d'équations différentielles et les représenter ainsi. Par contre, ici, vous voyez apparaître les fonctions de transfert comme ce que vous avez d'habitude. L'idée ici, c'est quoi? C'est de vous dire que même dans l'automatique moderne aujourd'hui, dans laquelle on utilise beaucoup les fonctions de transfert, il est possible avec notre paradigme d'aller directement vers la solution en ayant des valeurs qui sont très bien définies. Un exemple, si on prend une fonction de transfert de ce type-là, admettons que son coefficient d'amortissement vaille une valeur. On va calculer ça tout à l'heure parce qu'on peut déduire directement en faisant l'analogie avec ce type d'expression pour lesquelles il suffit tout simplement ici de multiplier toute l'équation par oméga n carré. Et à ce moment-là, eh bien, on peut prendre le 2 xi oméga n qu'on dit égal au deuxième terme ici, par exemple 10. Et ensuite, le oméga n carré, il vaut 25. Donc, on fait la racine carrée de ce oméga n, de ce 25 qui donne 5. Donc, ça donne la pulsation naturelle. Et ici, on a le 2 xi oméga n et on tire xi qui est égal à 10 sur 2 fois oméga n. Donc, 10 sur 10, ça nous donne 1. Et donc, ici, pour ce système-là, nous avons le coefficient d'amortissement qui vaut 1. Donc, ce coefficient d'amortissement valant 1, pour écrire la solution temporelle de cette fonction de transfert en ce qui concerne le cas d'une réponse autonome, par exemple, on va venir ici et puis on vient ici, on prend le cas où xi est égal à 1 et on écrit cette expression-là. D'accord? C'est cette expression-là qui est la solution de notre équation différentielle. C'est tout. Le xi, il vaut 1, le oméga n, il vaut 5. Donc, on aura exponentielle de 5 td moins t. Si td est égal à 0, ce sera exponentielle de moins 5t. Le t moins td ici, il reste. Ici, le oméga n, on aura 1 plus 5 fois t moins td avec la condition initiale qu'on aura choisie ici. Dans le cas où il y a une entrée qui est un échelon, il suffit unitaire, il suffit tout simplement de faire 1 moins, on vire cette expression de SDP, moins cette expression-là. D'accord? C'est tout. C'est ça qu'il faudra faire pour avoir la solution. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible, sans passer par quelques tables de transformés, que cela puisse être, déterminer les réponses temporelles tout de suite. OK? Maintenant que les éléments sont calculés, nous allons déterminer comment il est possible pour nous de calculer ce qu'on appelle le temps de réponse. OK? Parce qu'ici, nous avons un système qui va nous donner une excité en entrée, on peut lire la réponse indicielle. Maintenant, est-il possible de calculer le temps de réponse à une valeur fixée du point d'équilibre, un pourcentage fixé du point d'équilibre? C'est ce que nous allons voir par rapport à cet exemple. Donc, si vous êtes prêts, je vais chercher mon cher logiciel. Alors, j'essaie de quitter ici. OK, donc là, donc je suis là. Je prends le premier exemple que je vous ai décrit théoriquement. Le coefficient d'amortissement vaut 1. Donc, je vais venir chercher cet exemple-là de nouveau. Il est là. Donc, j'ai le 2 xi oméga n qui est égal à 10. On va calculer ensemble. Il est égal à 10 ici. Donc, je reprends le xi du modèle 1. Donc, il est égal à 10 que je divise par 2 fois racine carrée de 25. On va voir ici, c'est 2 fois racine carrée de 25. Et donc là, en faisant ainsi, j'obtiens ceci.
OK, j'obtiens donc le coefficient d'amortissement qui vaut 1, comme je vous disais. Et maintenant, pour le calcul du coefficient d'amortissement, le temps de réponse. Maintenant, on sait que le coefficient d'amortissement, il vaut 1. S'il vaut 1, le temps de réponse qu'on va calculer à 90%, il vaut combien? Il faut que j'aille regarder dans ma documentation. Je viens regarder ici, le xi est égal à 1. Là, nous avons un temps de réponse donc à 95% ici, puisque là, c'est un système autonome. Il s'agit d'un système autonome ici. Donc, nous allons prendre le 4,742 que nous allons diviser. Donc, ça, c'est le temps de réponse à 95%. Il est égal à 4,742. Ça va être dans le cas, euh, juste pour la clarté, hein. Je vous avais vu ici que c'est 5, c'est parce que j'ai considéré le cas d'un système autonome. Maintenant, j'écris le 95 parce que je vais considérer une réponse échelon. C'est la raison pour laquelle je peux utiliser exactement la même formule. D'accord? Et donc, je prends cette valeur-là qui est cette constante de 4,742 que je viens diviser par la racine carrée de 25 qui est le oméga n. Et ça me donne un temps de réponse à 95% qui vaut cette valeur-là. Maintenant, nous allons chercher également un temps de réponse à 90% et l'expression est donnée par TR à 90 qui vaut 3,89. 3,89 que divise la racine carrée. Voici le temps de réponse à 90%. Je le calcule d'abord théoriquement, d'accord? Je peux même aller jusqu'au temps de réponse, on va dire de 98%. Donc à 98%, le temps de réponse, il vaut 5,833. 5,833 que divise la racine carrée 1,1666. Je vais aussi calculer le temps de réponse à une valeur qui n'est pas très habituelle. C'est-à-dire que je vais calculer ici, j'ai du 98%, là, j'ai du 95%, là, j'ai du 90%, euh, 80%. Allez, on va prendre le temps de réponse à 80%. Et ça, ce sont des valeurs qu'on va vérifier après sur le graphe par simulation. Et donc, en visant le 80%, ça me donne le temps de réponse à 80, 3 fois 3 que divise le oméga n. 0,6. Maintenant, allons-y pour la simulation. Donc, j'ai un xi qui est égal à 1. J'ai une pulsation oméga n qui est égale à la valeur de 5. Donc, je note ici 5. Je viens exécuter la simulation. Là, euh, je vais prendre un échelon. Voilà. Donc, j'exécute la simulation ici. Ensuite, je fais le tracé. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la loi analytique hein, de la réponse du système. Voilà. OK, donc ça va s'afficher. Normalement, il y a une courbe verte, c'est celle de la courbe en magenta, c'est la simulation. Et puis la courbe ici, en vert, ça va être la courbe du modèle. OK, donc les deux se superposent. Et là, ce que je vois, le gain statique, il vaut 1 par rapport à mon système. D'ailleurs, le B2 que j'ai choisi ici, il vaut 1. J'aurais pu prendre le B2 correspondant en fonction de ce que j'ai sur ma fonction de transfert ici. Quand on fait 25 sur 25, ça donne 1. OK? Et donc là,
Je viens me positionner ici. Donc là, je vais chercher MATLAB. Ensuite, ici, ce que nous avons, c'est que nous allons considérer un premier point. Bon, tout s'est effacé. Je vais essayer de retrouver tranquillement les différents calculs que j'ai eu à faire. Donc, les TR que j'ai calculés. À 80%, par exemple, il vaut 0,6. Je vais aller chercher le 80%. Donc, je suis pratiquement à 80% ici. Et je vais lire la valeur. Donc, je lis la valeur à 80%. Vous voyez que je suis à peu près à 0,6 ici, qui est le temps calculé. D'accord? Maintenant, je vais chercher le TR que j'avais calculé. Là, c'est du 80. À 98%, on avait dit 1,167 à peu près. On va chercher le 98%. Et là, on a du 1,167 à peu près. Vous le voyez ici. D'accord? C'est le même temps. Ensuite, je vais aller chercher aussi un temps de réponse. On a regardé le 80, on a regardé 98, on va chercher le 90%, 0,778 à 90%. 0,778 est exactement le temps qu'on a calculé en théorie. Donc, il est tout à fait possible de calculer ça. Voilà. OK? Je vous ai montré ça et il est possible également de calculer à un autre temps, hein. C'est-à-dire, on peut se mettre ici, par exemple, on va dire qu'on est à du 20%. Je vais me positionner à 20%. Alors, si je me positionne ici à 20%, le temps que j'obtiens, c'est 0,1649. Comment calculer ça? Je vais venir chercher, parce que je n'ai pas le coefficient qui correspond à du 20%, je vais venir chercher les tracés qui me permettent de regarder le cas des amortissements critiques, leur pourcentage en fonction. OK, donc là, c'est le tracé du pourcentage ici, d'accord, du pourcentage de la sortie par rapport au point d'équilibre. Et là, je suis dans le cas d'un système autonome. OK? Donc, pour être à du 20%, comme je me suis positionné ici, OK, il faut que je me positionne à la valeur correspondante du complément à 100% ici, donc à 80%. Et donc, euh, je viens chercher ici ce qu'il me faut. Donc là, voilà. Je me positionne à 80% ici et le alpha est égal à 0,8243. Donc, ce alpha qui vaut 0,8243 me permet de calculer le temps de réponse à 20%. Il vaut, il vaut le alpha qui est ici, que divise le xi fois oméga n. Donc, c'est la définition au sens de Dabo, c'est-à-dire moi-même, par rapport à la constante de temps du système. Donc, je viens chercher le xi. Je viens chercher la valeur du alpha. Le alpha, il vaut 0,8243. Je prends le 0,8243 que je divise par le xi de mon système qui vaut 1, que multiplie le oméga n que j'ai calculé qui vaut racine de 25 qui est égal à 5. OK. Et ça, OK. Il manque tout simplement le point de la virgule. 0,8243 ici, divisé par ceci, ça nous donne du 0,1649.
Lorsqu'on regarde le résultat obtenu, il est là, c'est bien le 0,1649. Et quel que soit le pourcentage positionné ici, on peut le trouver très facilement. Par exemple, le fameux 63% des systèmes dynamiques du premier ordre, là. Allons-y, je ne dis pas que ça implique ceci ou cela, hein, je vous montre juste, on se positionne à 63% ici, et c'est pour vous montrer que même au pourcentage de 63, je peux calculer le temps de réponse. D'accord? Donc, je viens ici, je viens chercher mon 100 moins 63, c'est comme ça qu'on va faire. Il va nous rester du 37, bien sûr, et donc on va aller à 37%. Donc, si on se met à 37%, le alpha, il vaut 2,1377. On va aller chercher le temps de réponse à 63%. Ça nous donnera 2,1377 que divise la même valeur. 2,1377. Et donc, ça nous donne du 0,4275. Si on regarde ici, on a bien 0,4276. Vous voyez que c'est les mêmes valeurs, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon pour le premier système dont on connaît le temps de réponse. Nous allons encore chercher ici notre deuxième système, là, qui est le 36 sur 36. OK. Et regardez son coefficient d'amortissement, combien il vaut. Donc là, ça va être la racine de 36, OK, qu'on va utiliser pour calculer le temps de réponse. Allez, pour calculer le coefficient d'amortissement, on y va. Donc, ici, notre xi, comment il se calcule? On va aller chercher le xi du modèle 2. Il vaut 10 et ici, c'est la racine carrée de 36. Ça me donne un coefficient d'amortissement qui vaut 0,833. D'accord. Donc, ce coefficient d'amortissement-là, valant 0,833. OK. Je viens, lorsque je regarde ça, que vaut son oméga n? Son oméga n vaut racine de 36. Donc ça va être le oméga n2 qui est égal à racine carrée de 36. Il vaut 6. Donc lorsqu'on se met ici, on voit bien le 36. Là, le 36 et la 36 et là, le gain statique vaut 1. D'ailleurs, sur tous ces systèmes-là, le gain statique vaut 1, sauf pour ce système-là. Nous allons voir après. OK? Et donc ici, pour ce deuxième système, je viens ici. Le coefficient d'amortissement, combien vaut-il? Le coefficient d'amortissement, il vaut 0,833. Pour déterminer la solution d'un tel système, il suffit de venir ici, de regarder un coefficient d'amortissement strictement inférieur à 1, et donc notre solution s'écrit directement de cette manière-là. On a tous les éléments, hein. Il suffit de prendre ici le SDP qui est égal à 0. Ensuite, on prend 1 moins toute cette expression-là si l'entrée est un échelon unitaire. C'est tout. D'accord? Et donc là, on aura toutes les expressions qui sont là en fonction du temps. Et on les calcule, on écrit simplement notre fonction. Admettons que ça soit écrit déjà. Maintenant, comment calculer les temps de réponse de notre système qui est ici? Pareil, nous venons chez MATLAB. Nous allons considérer ici notre coefficient d'amortissement qui vaut 0,833. Donc là, c'est par rapport aux systèmes qui sont sous-amortis. Et là, je mets le 0,833. 3. OK. Et donc, à partir de là, moi, je viens simplement tracer le graphe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ce graphe-là. Je vais fermer celui-là. Je viens tracer. Donc, encore une fois, ce que je viens de tracer ici, ça va être
ça va être cette fonction-ci, ce gamma-là. C'est ce gamma-là que je viens de tracer, d'accord? Donc, ce gamma-ci, il est fait en fonction, ok, il est fait en fonction ici, non, le gamma est tracé en fonction du alpha, le coefficient multiplicateur alpha. Et donc, si je me positionne quelque part ici, je dis que je cherche à calculer le temps de réponse à 95%. Donc, il faut que j'aille chercher le 5% de mon système. Et pour le 5%, j'en suis là. Voilà, on va chercher le graphe. Donc, je vais me positionner à 5%. Donc, on voit bien que ici, nous sommes à 5% en termes de pourcentage hein, par rapport à la réponse. Et donc, ça correspond pour une réponse indicielle à du 95%. Et le pourcentage, en fait, le alpha qui correspond, c'est du 2,9826. Donc, comme nous calculons le temps de réponse à 95%, il est égal à 2,9826 que divise toujours le xi de mon système, donc et xi mod 2 que multiplie le oméga n2. OK? Et ça me donne un temps de réponse à 95% qui vaut ceci. D'accord? Je vais le vérifier avec les simulations. Donc, simulation de système dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1. C'est ça que je cherche. Voilà, nous y sommes. C'est là. Donc, le coefficient d'amortissement ici, il ne vaut plus 0,7, il vaut 0,833. Et le oméga n, il vaut racine de 36 qui est 6. OK? Et donc, bien sûr, là, ce que je vais faire, c'est calculer à partir d'ici et simuler à partir d'ici pour ne pas effacer toutes les choses, les calculs précédentes, les calculs précédents plutôt. J'évalue. OK. J'avais pas pour le tracé, d'accord. Pour le tracé, je retire juste figure ici, figure 1 ici. Je refais un tracé, evaluate. Et donc, la réponse de mon système est ici. J'ai utilisé d'ailleurs je n'ai pas utilisé un échelon dans ce cas-ci. Donc, à 5% de ma condition initiale, je devrais avoir un temps de réponse qui vaut à 5% qui vaut 0,5965. Je me positionne ici. 0,5962, on n'est pas loin. On va chercher encore pour être le plus proche possible. 0,5965, 0,5965 ici. Donc, voici comment procéder pour faire les calculs. D'accord? On a pris un cas pour lequel le coefficient d'amortissement est d'abord on avait trouvé quelle valeur déjà? Parce qu'ici, le coefficient d'amortissement est inférieur à 1. Le premier cas, c'était un coefficient d'amortissement qui valait 1. Là, on va essayer de voir si on a un coefficient d'amortissement strictement supérieur à 1, donc un système apériodique. Ensuite, je vais vous montrer comment faire et après, pour le reste, vous pourrez simplement faire la même chose. D'accord? Par exemple, ici, tiens,
Je vais prendre celui-là. OK? Donc, en prenant celui-ci, ici, on a 15. Là, le gain statique, il vaut 1. OK? Donc là, on prend 15. Et ici, pour pouvoir faire cet exercice avec cette fonction de transfert-là, qui est, je le répète, un équivalent tout simplement, comme vous le savez, hein, de l'équation différentielle. Il suffit de développer, de se repositionner sur les mêmes, par rapport aux mêmes conditions ici, de déduire par identification paramétrique la valeur du coefficient coefficient d'amortissement ici, de regarder dans quel cas on se trouve. S'il est supérieur à 1, on est ici, on écrit la loi. S'il est inférieur à 1, on est ici, on écrit la loi. S'il est égal à 1, on écrit directement la loi en supposant les conditions initiales nulles, bien entendu. Et dans le cas d'un système autonome, on garde la condition initiale qui est ici. Dans le cas d'un système d'une réponse indicielle, on vire la condition initiale, on fait juste un moins à la place de ce SDP-là, on met un signe moins et le tour est réglé pour une réponse. D'accord? De gain statique qui vaut 1 et une entrée échelon, une réponse indicielle, donc avec l'amplitude de l'échelon qui vaut 1. Ok. Donc, que fais-je ici? Je viens ici. Alors, je retire tout. Je viens chercher la valeur du xi mod. Et cette valeur du xi mod là, je l'amène à 3. Mon premier élément, il vaut 15. Le deuxième également vaut 15. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir où ça? Comme vous pouvez le voir ici, là, d'accord? Le premier élément, il vaut 15. Le gain statique vaut 1. La oméga n carré, il vaut 1. Il vaut 15, pardon. Et donc, le oméga n, il vaudra racine carrée de 15. Et donc, ici, je reviens au calcul. Donc, le si du modèle 3, il vaut cette valeur-là. OK? Une valeur, on va dire, qui est assez tordue. Je vais venir ici. Je vais calculer. Je vais aller tracer déjà la réponse pour les coefficients d'amortissement qui sont strictement supérieurs à 1. Overdamped. Donc, je suis bien ici. Tiens, il est là. 1,9365, je l'avais déjà fait. Et donc ici, je viens créer une figure. Et à partir de là, cette figure va me permettre de déterminer toujours le fameux alpha qui me permet à partir de ce alpha-là d'aller, pour calculer le temps de réponse, multiplier par l'inverse du produit xi que multiplie le oméga n. Le principe est le même. Donc, je viens ici, je choisis n'importe quel pourcentage. Je dis, allez, y égale 58,36%. Pourquoi pas? Donc, je me positionne à ce pourcentage-là, d'accord, de la condition initiale. Et puis là, je vois que mon alpha, il vaut 4,3088. Donc, mon temps de réponse que je vais avoir à ce pourcentage-là de 58, quelque chose, OK, on va dire 58,x, eh bien, il vaut quoi? Il va valoir le alpha R qui est ici, qui est 4,3088, que divise le xi mod 3, OK, multiplié par la racine carrée, oméga n, la racine carrée de 15. D'accord? Je ferme la parenthèse, ça me donne un temps de réponse qui vaut ceci. OK? Je viens juste là, c'est bien la racine carrée de 15 qu'il fallait prendre. Je reviens au logiciel. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je suis censé avoir un temps de réponse à du 58, quelque chose. D'ailleurs, cette valeur-là, je vais la noter en PR. Le pourcentage, il est égal à 0,583643.
Donc, une fois que j'ai fait ceci, je remonte là pour vérifier le temps de réponse que je viens de calculer. Vous pouvez faire ça, hein, ces calculs à n'importe quel pourcentage que vous souhaiteriez avoir. Donc, j'ai bien l'oméga n qui est la racine de 15. Ici, j'ai le 1,9365. Quand je vais simuler ça, ça va me donner une figure numéro 2, donc qui ne va pas écraser celle-ci. Ou alors, pour éviter tout quiproquo au futur, je fais juste ça. Je fais ceci. Ce temps de réponse-là, à 58 et quelques, il vaut 0,5745. Je me positionnerai là-bas. Evaluate. Et donc, voici, il faut que j'aille me positionner maintenant. Là, j'ai le pourcentage, OK? Donc, pourcentage au complément à 100%, il est égal à 1 moins cette valeur-là. Je me positionne à du 0,4164. Et donc là, je me positionne à du 0,4164. 0,4164, le temps de réponse que j'obtiens est égal à 0,5746, exactement comme je l'avais calculé. 0,5745, vous voyez ici, là j'ai 0,5746. Donc le pourcentage, vous voyez, j'ai fait exprès de prendre un pourcentage que je veux, hein, qui est différent. Et donc pour un temps de réponse donné, OK, pour un système dynamique donné, le temps de réponse qu'on a à un pourcentage fixé, il est bon. Hein, il est bon. Il est même très, 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 très bon, je te le dis. Et donc ça, je kiffe beaucoup. Voilà. Donc je vous remercie. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Et puis, ma foi, je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir liker, de partager, de vous abonner à la chaîne afin de soutenir le travail que je fais et de partager pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de ces formules que j'ai eu à introduire, quoi. Hein? Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un autre enregistrement. Djadjefete, Dr Marcelin Inirabo, africain du Sénégal. À bientôt.